Morgane Béni, je suis gestionnaire de compte chez Quarks. Donc j'assiste, je fais un peu l'interface entre le client et Quarks pour l'assistance au déploiement et à l'utilisation du logiciel. Et j'ai participé au déploiement de Quarks sur le site d'Orano Tricastin. Je suis Pierre Cagnoni, je viens du site Orano Tricastin. Je suis personne compétente en prévention des risques professionnels et je suis venu aujourd'hui animer une conférence sur la gestion du risque chimique sur un site nucléaire et également parler du déploiement de l'outil Quarks que nous avons mis en œuvre depuis 2020. Donc pour nous, chez Quarks, ça a été l'opportunité de déployer le logiciel sur dans un grand groupe industriel et nucléaire, de déployer le logiciel sur des installations nucléaires de base et également de déployer par la suite le logiciel sur d'autres sites Orano. Bonjour à tous, je me présente, je suis Pierre Cagnoni, je suis sur le site Orano Tricastin. J'occupe le poste de personne compétente en prévention des risques professionnels. Et j'ai eu en charge, donc je suis dans le groupe depuis une trentaine d'années, et j'ai eu en charge la mise en place de Quarks sur notre site. Donc c'est ce qu'on va vous exposer avec Morgane. Donc je vais laisser Morgane se présenter. Donc bonjour à tous, Morgane Béni, je travaille chez Quarks depuis 3 mois maintenant. Et avant ça, j'ai un parcours d'ingénieur HSE et avant de travailler chez Quarks, j'ai effectué mon alternance au CEA Marcoule et sur le site d'Orano Tricastin. Et j'ai également été prestataire pendant plusieurs années sur le site d'Orano Tricastin. Voilà. Donc pour simplifier, vous avez le pilote Quarks et vous avez la copilote. On a déroulé vraiment ce projet ensemble et je trouve qu'on s'est plutôt pas mal complété sur le sujet. Donc je vais attaquer, comme je vous l'ai dit, je vais parler de la gestion du risque chimique sur un site nucléaire. Donc je vais vous présenter le groupe et la BU Chimie Enrichissement. Donc Orano est un acteur majeur du cycle du combustible. Vous voyez qu'on intervient dès l'extraction du minerai, dont l'uranium naturel. Ensuite, on subit une première étape de conversion sur Orano Malvézy. Je développerai ces points par la suite. Une deuxième étape de conversion et d'enrichissement, ce qui nous permet d'alimenter les centrales nucléaires. Enfin, d'abord de passer par la fabrication du combustible qui va alimenter les centrales nucléaires. Et puis, à la sortie de ces centrales, Orano va traiter le combustible usé, ce qui va permettre de sortir de l'uranium et de fabriquer du combustible MOX en recyclage qui, à son tour, va retourner dans les centrales nucléaires. En parallèle, vous voyez que nous avons des activités d'emballage nucléaire et services, des activités d'ingénierie et des activités de démantèlement et services. Donc notre métier, c'est de fournir la matière première pour la fabrication du combustible. Donc, comme je vous disais, ça démarre depuis la mine avec l'uranium naturel. Donc l'uranium naturel est composé de 2 isotopes, le 235 et le 238. Celui qui nous intéresse, c'est le 235 et vous voyez qu'il est à hauteur de 0,7%. Il nous intéresse parce que c'est le seul noyau fissile à l'état naturel. Donc cet uranium, on va le transformer en ce qu'on appelle le yellow cake. Donc c'est sous forme de poudre stable, U3O8, c'est un oxyde d'uranium donc. Et il est à 0,7% d'uranium 235. Il va subir 2 transformations. Donc la première sur le site de Malvézy, donc du côté de Narbonne, où on va lui faire subir une fluoration pour l'amener à l'état de tétrafluorure d'uranium, donc UF4. Et ensuite, une seconde étape de fluoration donc sur le site de Tricastin pour le transformer en UF6. C'est une étape qu'on appelle la conversion. Donc à ce stade-là, il est toujours à 0,7% d'uranium 235. Et ensuite, on va l'enrichir aujourd'hui avec une technique de centrifugation. Donc
pour imager la chose, c'est un panier à salade, hein, tout bêtement. Et d'un côté, on va sortir de l'uranium appauvri en uranium 235, donc à 0,2%, et de l'uranium enrichi en U235 entre 3 et 5%. Suite à cette étape, on va... Alors, il va y avoir la fabrication du combustible, donc qui n'est pas assurée par Orano, et ensuite la production d'électricité, donc au niveau des centrales nucléaires. Alors, cette diapositive a un intérêt pour que vous compreniez la complexité du projet de mise en place de Quarks sur notre site, parce que vous voyez que notre organisation a évolué au cours des années. Donc, si on prend depuis 2009, en 2009, il y avait 5 exploitants nucléaires sur le site, donc 5 comités de direction, 5 entités légales indépendantes et 3 autorités. Entre 2012 et 2014, on a opéré une première simplification, donc avec 4 exploitants nucléaires, un comité de direction, 4 entités légales et 2 autorités. Donc on a, sur ces années-là, mutualisé les fonctions support, créé des lignes d'activité, on a fusionné Comurex, et on a opéré au transfert des salariés Socatri au sein d'Orano. Donc suite à cela, entre 2015 et 2018, on a fait une simplification industrielle, donc avec une organisation cible intégrée. Donc une direction production unique, une direction technique unique, les responsables d'exploitation des INB portés par le directeur du Tricastin, avec des dépôts de dossiers de transfert d'exploitants, Socatri, Eurodif et SET, pour en arriver en 2019 à un exploitant unique. Donc vous voyez à l'image la plateforme Tricastin. Donc cette plateforme s'étend sur une superficie de 650 hectares sur 3 communes et 2 départements. Quand on parle de Tricastin-Malvézy, c'est 2 sites industriels avec 60 ans d'expérience et d'expertise. Environ 1 milliard par an, ce qui est un quart du chiffre d'affaires d'Orano, 10 ans de carnet de commandes et plus de 60 clients et partenaires. Donc là, je vais vous faire grâce du laïus. Juste, on va se cantonner aux chiffres. Hein. La BU Chimie Enrichissement, c'est 25% du chiffre d'affaires d'Orano. 1900 collaborateurs, 7 millions d'UTS par an. L'UTS, c'est une unité de travail de préparation, donc de séparation, pardon, pour l'enrichissement. Et puis 15 000 tonnes de capacité installée en conversion par an. Une notion à avoir en tête aussi, c'est que l'uranium enrichi produit permet d'alimenter 90 millions de foyers en énergie décarbonée par an, ce qui est l'équivalent de la consommation des foyers français, allemands et du Royaume-Uni. Donc là, on va faire un zoom sur les activités du Tricastin et de Malvézy. Donc, comme je vous le disais, hein, ça commence par la conversion avec la purification et la fluoration de l'U3O8, donc pour passer au stade du F4. Donc ça se déroule sur Malvézy. Et ensuite, on arrive sur la nouvelle usine de conversion du site qui est Philippe Coste pour transformer l'UF4 en UF6. Cet UF6 est enrichi dans les usines Georges Besse, donc enrichissement par centrifugation. L'UF6 enrichi est livré à nos clients dans le monde entier, les clients électriciens. Et l'UF6 appauvri, lui, est défluoré sur des usines chimiques qu'on a également sur le site, donc, qui est l'usine W pour obtenir un oxyde d'uranium stable. Et on a également du nitrate d'uranyle de retraitement qu'on dénitre sur l'usine TU5.
Donc ces oxydes d'uranium sont stockés en attente de revalorisation. Ici, les acteurs de la conversion, alors je ne vais pas tous vous les décrire, mais voilà, au vu des chiffres, vous voyez qu'Orano est plutôt bien placé au niveau de la conversion, puisqu'on a 15 000 tonnes dues en capacité nominale. Et dans le même esprit, on se situe également plutôt pas mal sur le marché de l'enrichissement. Donc vous voyez qu'on a des concurrents dans le monde entier, hein, bien sûr. Les activités du Tricastin, donc c'est une plateforme industrielle qui est composée de plusieurs types d'installations, donc des installations nucléaires de base, des installations nucléaires de base sur le périmètre défense, et puis également des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc on a 8 installations nucléaires de base, dont 2 sont à l'arrêt, vers un futur démantèlement. Un périmètre INBS correspondant notamment aux anciennes usines militaires de diffusion gazeuse, donc du CEA, et 2 installations classées pour la protection de l'environnement, classées Seveso seuil haut. Concernant le cadre réglementaire, je pense que vous avez tous à peu près les réglementations en tête, hein. On est bien sûr soumis aux réglementations classiques que sont REACH, CLP, Seveso, le Code du travail, bien évidemment. Alors je parle spécifiquement du risque chimique, là. Les décrets CMR, les accords européens de l'ADR pour le transport routier, le Code de l'environnement. Et puis on a des spécificités liées aux INB, que sont des arrêtés INB, des arrêtés également ICPE et des décisions environnementales de l'autorité de sûreté nucléaire. Nous sommes également triple certifiés, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Donc l'activité nucléaire est une activité particulièrement contrôlée. Au niveau de la sûreté, nous avons 2 autorités de contrôle, l'ASN et la DSND, avec environ 1 inspection par semaine. Concernant la non-prolifération, nous avons la IEA et les inspecteurs Euratom pour le respect des engagements de contrôle liés aux matières nucléaires, avec 1 inspection en moyenne CMN pour contrôle des matières nucléaires par semaine et 1 inventaire par mois. Et puis également, nous sommes surveillés au niveau de la protection physique par le HFDS avec 10 inspections par an, internes sites et groupes et externes. DHSE aussi. Pardon. Hop là, pardon. Il y a aussi DHSE, c'est la Direction Hygiène, Sécurité, Environnement d'Orano, qui réalise beaucoup d'audits internes. Et il y a beaucoup de contrôles internes de premier niveau. Donc ça, c'est une procédure interne Orano, qu'on appelle les CIPN. Les CIPN sont réalisés en fait sur toutes les installations. Sur toutes les installations et sur toutes les réglementations en fait, pour voir si tout est bien respecté sur chaque installation. Merci du complément. Vous avez ici l'organigramme du département de protection des travailleurs dont je fais partie. Donc ce département vient d'être regroupé, on va dire, puisqu'il regroupe aujourd'hui les activités de radioprotection, donc qui est la protection du personnel et des biens face aux risques radiologiques, et puis le personnel de sécurité au travail. Donc vous voyez qu'on a plusieurs secteurs, donc le secteur exploitation qui couvre les activités d'exploitation, le secteur transverse et les secteurs méthodes. Donc le département fait environ 120 personnes. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, la gestion du risque chimique. Donc, la gestion du risque chimique, aujourd'hui, comment on l'appréhende chez Orano, et notamment sur le Tricastin,
On a le document unique que vous devez tous connaître, qui est le socle de notre démarche de prévention. De ce document unique vont découler les fiches de risque professionnel qui vont établir notamment tout ce qui est suivi médical. L'analyse des risques chimiques est faite à partir de mesures d'ambiance et de mesures au porteur, donc ça, ce sont des mesures réglementaires. Et puis, face à ces mesures d'ambiance et mesures au porteur, on a des éléments de pondération dans la cotation de notre risque chimique. Ces éléments de pondération vont être de plusieurs natures. Un aspect documentaire avec les règles générales de sécurité, des standards de prévention. Le standard de prévention, c'est un format A4 qui décrit l'ensemble des risques présents sur le tricastin, c'est-à-dire pour chaque risque, on a établi un standard de prévention. Et sur le risque chimique, on a des standards qui précisent encore plus certains risques chimiques, notamment l'amiante ou les CMR. On réalise environ 14 exercices par an par installation. Bien évidemment, il y a l'aspect plan de prévention et autorisation de travail qui sont très importants dans l'approche du risque chimique. EPI, EPC, ça c'est du classique. Et puis il y a tout l'aspect formation, donc une formation sécurité accueil qui, elle, est dispensée à toute personne venant travailler sur notre site, qui va être un passage obligatoire avant de rentrer sur le site. Et puis en plus, des formations spécifiques installation. Et encore plus précisément, des formations renforcées à la sécurité, des formations habillage, déshabillage, vraiment fixées ciblées sur le risque chimique. Nous avons également des causeries sécurité. On en réalise une par mois sur chaque installation. Les notices de poste, ça c'est du réglementaire. Donc Quarks nous aide à les déployer. Et bien évidemment, un processus d'acceptation des produits chimiques que va vous décrire Morgane. Je te laisse la parole. Pardon. Donc, pour vous présenter le processus d'acceptation produits chimiques qui est décliné sur Orano Tricastin. Orano Tricastin déjà gère différents types de produits, donc des produits commerciaux qui servent principalement à la maintenance, à la décontamination, et des produits issus du procédé. Donc le processus d'acceptation, lui, est applicable uniquement sur les produits commerciaux. Donc il est applicable sur tout le site du Tricastin. Tout produit chimique en fait, qui rentre sur le site du Tricastin pour entreposage ou utilisation doit être accepté au préalable. Donc tous les salariés Orano CE qui souhaitent utiliser un produit qui n'a pas été accepté doivent le faire accepter au préalable, quel que soit son volume, quelle que soit l'utilisation qui en est faite sur les installations. Les entreprises extérieures aussi qui introduisent un produit sur le site du Tricastin doivent également faire accepter leurs produits chimiques via ce processus-là pour tous les produits qui sont d'une utilisation supérieure à 2 mois. Tous les produits chimiques que les entreprises utilisent moins de 2 mois seront gérés via le plan de prévention. Et la fourniture et l'étude des FDS lors du plan de prévention. Donc le processus s'applique dès lors qu'il y a un nouveau produit chimique qui rentre sur un périmètre. Donc un périmètre, c'est une installation, une INB. Dès lors que les conditions d'entreposage sont modifiées, les quantités, les conditions d'utilisation également, l'acceptation d'un produit est valable pour une utilisation et pour un lieu. Donc chaque produit, un même produit qui est utilisé différemment sur une même installation aura une acceptation à chaque fois. Et enfin, le processus s'applique aussi lors d'évolutions réglementaires, bien sûr. C'est là. Oui. Donc le workflow d'acceptation pour l'entrée d'un nouveau produit est celui que vous voyez à l'écran. Donc tout produit passe par l'acceptation du référent sécurité d'une INB. Ensuite, il passe automatiquement par l'acceptation d'un expert REACH et d'un expert environnement. Si le produit a des mentions de danger en H300, il passera par l'experte produit chimique du site et par le médecin du travail. Ensuite, si le produit a des mentions de danger en H200
XX. Il passera chez UPMS, qui sont les pompiers du site. Il passera ensuite à la sûreté, également s'il a des mentions de danger en H200XX avec une quantité d'entreposage supérieure à 5 kg. Et enfin, si c'est un produit chimique dangereux, il passera automatiquement par la validation du chef d'installation. Il faut savoir qu'il y a 2 workflows d'acceptation sur Tricastin, donc un pour l'utilisation d'un produit chimique et le deuxième pour l'entreposage au magasin général du Tricastin. Donc c'est un workflow pour l'entreposage qui est simplifié parce qu'il n'y a pas d'utilisation et donc pas d'exposition. Il passera en validation par le référent sécurité, l'expert environnement, par l'UPMS si c'est un produit inflammable, explosif en gaz sous pression. C'est ça? Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre. Explosif. Inflammable, explosif, gaz sous pression. Ouais. Et enfin par la validation du chef d'installation. En fait, ce workflow, on parle uniquement de stockage, donc c'est bien voilà, les événements qui pourraient arriver lors d'un stockage et qui vont être validés par les experts concernés. Donc pour vous expliquer un peu le contexte de la mise en œuvre de Quarks chez Orano Tricastin, la demande initiale, c'est de définir les caractéristiques d'un outil qui permet de gérer globalement les produits chimiques de toutes les installations du site, parce qu'initialement, il y avait une solution qui s'appelait Achille, qui a été créée en interne et qui ne répondait plus aux besoins. Donc il a été demandé de mettre en œuvre un nouvel outil pour permettre à chaque installation de recenser et de regrouper le recensement de ces produits chimiques. Il faut savoir qu'avant Quarks, sur Tricastin, chaque INB avait un fichier, une base de données Excel pour recenser ces produits chimiques qui étaient... Donc, pour reprendre un petit peu le contexte, c'est la diapo qu'on projetait tout à l'heure. Je vous rappelle, 5 exploitants, tous avec plus ou moins le même mode de fonctionnement, cet outil maison qui est Achille, des produits identiques, et dans toutes ces bases de données, il a fallu faire le tri et toutes les regrouper pour les répartir sur les installations et les intégrer dans Quarks. L'acceptation se faisait initialement, le workflow d'acceptation pour chaque produit, c'était un dossier papier aussi. Il y a beaucoup de produits, donc le suivi était assez compliqué pour l'acceptation. Il y a beaucoup d'experts aussi, on va vous montrer juste après. Chose qu'on n'a pas dit, le workflow qu'on vous a présenté reprend le workflow qu'on a dans nos règles générales de sécurité et qui était à l'époque en dossier papier. Donc le demandeur créait son dossier, l'envoyait dans le circuit et le perdait de vue. Voilà. Donc les enjeux et les objectifs du déploiement de Quarks sur Tricastin, c'est d'améliorer la mise à jour des données, le recensement des produits et donc les inventaires des produits chimiques sur chaque installation, de simplifier la gestion des produits qui ont plusieurs fournisseurs et ou plusieurs conditionnements, de permettre l'édition d'inventaire et d'étiquettes pour les produits, de disposer d'un workflow d'acceptation qui est simplifié, qui serait plus papier, et qui permettrait de conserver aussi la traçabilité de l'acceptation de chaque produit par chaque expert, d'être conforme aux réglementations, bien sûr, de garantir la pertinence et la conformité des données en cas d'inspection, par exemple, en améliorant la connaissance des lieux de stockage et des lieux d'utilisation, de sécuriser la chaîne d'approvisionnement parce qu'il peut y avoir des produits sensibles en voie d'interdiction, typiquement les produits qui ont une substance SVHC. Et en cours de projet, se sont rajoutés les décrets post-Lubrizol qui imposent d'avoir pour les ICPE Céveso des inventaires quantitatifs et qualitatifs à jour hebdomadaires. Alors, pour les produits dangereux, c'est quotidien et hebdomadaire pour tous les autres. Donc ça, c'est effectivement une donnée qui nous est arrivée en cours de projet. Il a fallu qu'on ouvre un peu nos chakras parce que c'était tout nouveau. Et, alors, c'est un peu nouveau pour tout le monde, hein, mais Quarks, là aussi, va nous aider à répondre plus facilement à ces décrets post-Lubrizol.
Donc, quelques chiffres sur le déploiement de Quarks. Dans Quarks, il y a 33 structures qui ont été créées. 33 structures parce qu'en fait, ça a été créé autour du workflow d'acceptation, autour du chef d'installation qui valide en finale le workflow. Donc 33 structures, 906 lieux de stockage et d'utilisation sur le TriCastin, 82 experts qui valident. Les experts qui sont les chefs d'installation, environnement, produits chimiques REACH. Il y a un gestionnaire de stock, les médecins du travail aussi, les référents sécurité et la sûreté. Il y a environ 50 entreprises intervenantes qui intègrent leurs propres produits chimiques et qui stockent également leurs propres produits chimiques. Et il y a environ 2300 produits qui sont gérés sur le TriCastin aujourd'hui. Alors dit comme ça, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais il y a quand même une grosse complexité de ce projet, hein, avec effectivement 33 structures. Pour ceux qui connaissent Quarks, on a dressé ce qu'on appelle des arbres des emplacements. Donc avec ces 906 lieux de stockage, installation par installation, pour descendre certains jusqu'à l'armoire à l'intérieur d'une salle. Donc voilà, ça a été là, déjà une grosse réflexion pour savoir comment structurer ces emplacements, quel était l'attendu. Et avec les équipes de Quarks, on a réussi à avancer et à trouver la maille adaptée à chaque chef d'installation, parce qu'en fonction des risques inhérents à l'installation, chacun n'avait pas le même degré d'attente sur la précision. Vous avez là l'étape de déploiement de Quarks. Donc vous voyez que c'est un projet qui s'est étendu sur 2 ans, ce qui peut paraître long. Mais on était en plus en période de Covid, donc ça l'a aussi été un écueil, on va dire. Donc on a commencé en janvier 2020 avec la création de la demande. Comme dans chaque société, on a fait un cahier des charges techniques. Ensuite, je suis allé présenter le projet et l'outil en comité de performance. Et à cette occasion, le directeur du site m'a demandé d'opérer un benchmark interne dans le groupe pour savoir si on avait quelque chose d'équivalent, et puis également en externe, au travers notamment de clients de Quarks, dont certains sont dans la salle, et j'ai pu profiter de ce benchmark très enrichissant avec de très très bons retours sur Quarks. Et ça m'a permis d'appuyer ce qu'on a derrière, c'est-à-dire l'étude d'opportunité. Est-ce que Quarks est le bon outil pour notre site? Ensuite, on a eu une étude, alors là, plutôt SI, système informatique, avec l'étude de faisabilité. Et puis, en décembre 2020, nous avons à proprement parler lancé le projet. Donc pour chaque export, il a fallu lister les produits chimiques, associer la FDS et le document papier pour chaque produit qu'on a fait intégrer en scan dans Quarks. Ensuite, il y a eu le paramétrage de l'application, donc avec les équipes de Quarks, la prise en main et la formation de base pour les administrateurs. Ensuite, il y a eu la formation des utilisateurs en interne et des experts, donc environ 250 personnes. Voilà pour le déploiement. Alors 250 personnes, on a animé ces formations tous les deux, avec de tout petits groupes de personnes informées, puisqu'on souhaitait vraiment que les personnes pratiquent sur l'outil, et en fonction du lien qu'avait l'opérateur avec la souris, c'était plus ou moins facile. Donc voilà, on tenait à avoir des petites sessions de formation. C'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup. Mais très enrichissante, et je crois que c'était une 50aine environ de formations qu'on a dispensées à tous les niveaux de l'entreprise. Et puis il y a une partie dont parlait Morgane, c'est effectivement l'archivage de nos anciens dossiers d'acceptation et FDS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans la fiche produit de Quarks, on va retrouver trace de l'acceptation passée avec par exemple des dossiers d'acceptation de différentes INB qui étaient lors de l'organisation de 2012 où on avait plusieurs sites distincts. Et oui,
aujourd'hui, il y a aussi des formations, enfin il y a toujours des formations à la demande pour les utilisateurs, pour les demandeurs de produits. On a également formé les entreprises extérieures, donc une personne par entreprise extérieure pour la création de demande. En fait, on a formulé une demande lors du réseau des préventeurs à toutes les entreprises de nommer une porte d'entrée produits chimiques. Voilà, pour pouvoir les former et pour que chaque entreprise saisisse ses produits dans Quarks. Parce que, chose qu'on n'a pas précisé, peut-être, Quarks aujourd'hui est accessible à tous sur la plateforme et tout le monde peut faire une demande du moment qu'il a suivi cette formation de demandeur, quoi. Donc pour le bilan du déploiement de Quarks, pour le bilan du déploiement de Quarks sur Orano Tricastin, donc aujourd'hui il y a un accès simple aux informations produits chimiques sur l'ensemble de la plateforme, des informations qualitatives et quantitatives plus précises, ce qui est régulièrement demandé lors d'inspections, une conformité réglementaire évidemment. Il y a le workflow de validation qui a été intégré, donc qui permet un gain de temps énorme et un meilleur suivi de l'acceptation de chaque produit. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas encore Quarks, c'est vraiment un point hyper positif, c'est-à-dire qu'effectivement, on a gagné en temps au niveau des workflows et surtout, le demandeur sait à quelle étape en est son produit. C'est-à-dire que s'il reste coincé quelque part, il peut décrocher son téléphone et appeler l'expert concerné en lui disant il faudrait que tu me valides ou pas mon produit. Je poursuis. D'après le REX des utilisateurs, l'outil est simple d'utilisation. Oui. Et facilite la gestion des inventaires. Et facilite la gestion des inventaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'inventaires, d'inspections et d'audits tournent autour des produits chimiques et ils ont une facilité, l'export des inventaires sur leurs installations est facilité via Quarks. Et enfin, c'est devenu un outil groupe au travers du GT Lubrizol. Donc Quarks a été déployé sur Orano Tricastin, puis ensuite Malvézy. Il a également été déployé sur Orano Melox et Orano La Hague. Voilà. Qui sont, vous l'aurez compris, nos sites les plus importants. Effectivement, je participe au GT Lubrizol, donc c'est un groupe de travail, pour savoir justement comment appréhender ces réglementations. Et lors du GT, il a été demandé à chaque site de présenter ses outils. Alors nous, on était en cours de déploiement, mais on a déployé Quarks. Et au vu des performances de l'outil, d'autres sites nous ont rejoints, donc notamment La Hague et Melox. Nous vous remercions. On attend les pilotes, je crois. Merci pour la présentation. J'ai vu dans votre frise que vous aviez la formation d'un administrateur. Par contre, vous avez dit, donc là, prise en main et formation de base de l'administrateur, mais que vous aviez fait des formations en interne auprès de 250 personnes, oui, mais qui donc ont accès à Quarks en lecture seule ou qui peuvent aussi intervenir. Parce que s'ils peuvent intervenir, ça veut dire qu'ils sont administrateurs aussi, quelque part. On a effectivement, on n'en a pas parlé, mais plusieurs, et ça nous a été conseillé par Quarks notamment, plusieurs profils d'utilisateurs. On a effectivement l'utilisateur lambda qui va juste aller chercher une FDS. Et puis, on a des profils d'experts, on a des profils de personnes qui interviennent en astreinte, donc qui vont devoir avoir accès à des données plus sensibles. Sachant que, par exemple, l'utilisateur lambda n'a aucune vision sur les quantités de produits.
Ni sur les exports. Il n'a pas possibilité de faire des exports non plus. Donc voilà, on a plusieurs types de profils et c'est pour ça aussi que ces formations ont été saucissonnées parce qu'à chaque fois, il fallait rassembler des groupes identiques de personnes. Je vais élargir un petit peu la question puisque je vous ai parlé de polyexposition. Est-ce que vous avez vu l'aspect rayonnement et risques chimiques? Et je ne sais absolument pas ce que ça peut faire d'ailleurs. Aujourd'hui, on n'y a pas réfléchi hein, en termes de polyexposition, rayonnement, risque chimique. C'est vrai qu'on est habitué à travailler avec les rayonnements, également le risque chimique, puisque ça peut paraître curieux, mais c'est le risque prépondérant sur notre site. Hein. Ce n'est pas le risque radiologique, c'est bel et bien le risque chimique. Effectivement, non, on n'a pas travaillé sur la question. On a aujourd'hui ces questions-là en tête, alors plutôt sur le chimique, ce qu'on appelle nous les effets cocktails, mais c'est ce que vous avez présenté juste avant. C'est ce que je disais, c'est encore un petit peu opaque, mais il va falloir qu'on se penche sur le sujet. Merci. Bien. Ben, merci à tous. Merci.